Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Débat de presse, c'est le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Elle vous permet donc, l'émission, de comprendre l'actualité à travers les analyses, les commentaires et les décryptages de ceux qui traitent l'actualité au quotidien, c'est-à-dire les journalistes. Alors pour ce dimanche, plusieurs sujets sont sur la table des débats. Nous parlerons des marches de soutien aux forces de défense et de sécurité. Nous dirons un mot sur le procès du putsch manqué de septembre 2015 avec la comparution du journaliste Adama Ouedraogo dit Damis. Nous parlerons de la plateforme d'enrôlement de la CENI, objet des désaccords entre l'UPC et la CENI. Nous dirons un mot sur le 17e sommet de la francophonie avec l'élection de la Rwandaise Louise Mushikiwabo comme secrétaire générale de l'institution. Les élections en Côte d'Ivoire qui se tiennent sous fond de divorce entre le PDCI de Henri Konabedié et le RHDP de Alassane Ouattara nous intéresse également ce midi, ou en tout cas aujourd'hui. Alors nous, si nous avons le temps, nous dirons un mot sur le match des étalons hier, match Burkina-Botswana qui s'est soldé par la victoire des étalons sur le score de 3-0. Alors pour discuter de tous ces points de l'actualité nationale et internationale, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Il s'agit de Kofi Ametepe, des journalistes et enseignants. Bonjour. Bonjour. Nous avons avec nous Paul Miki Rwamba de Ouara FM, bonjour. Bonjour Sagnon et bonjour à tous. Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina est avec nous, bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Nous avons également avec nous Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso, bonjour. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, sous l'égide de la coordination des associations féminines de Ouagadougou, les femmes de la capitale burkinabé ont marché le 11 octobre dernier. Une marche pour témoigner de leur soutien aux forces de défense et de sécurité engagées aujourd'hui dans la guerre contre les terroristes. Une marche similaire a été organisée à Bobo-Dioulasso. Hier également, il y a eu une marche à Manga pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Alors, chers confrères, ce sont des marches que vous avez suivies. Alors, que pensez-vous de ces mouvements de soutien aux forces de défense et de sécurité, Zungrana? Oui, je crois qu'il faut relever le fait que c'est l'opposition qui a donné le tempo de toutes ces marches pour soutenir nos forces de l'ordre. Et après, chacun s'est engouffré dans la brèche. Effectivement, le 11 octobre passé, la moitié du ciel de Burkina, les femmes en l'occurrence, ont battu le pavé pour apporter leur soutien à nos FDS, pour dire non à ce qu'elles appellent le terrorisme politique. Je ne sais pas qu'est-ce que cette expression renferme, mais en tout cas, on a entendu ça. Et pour appeler les Nations Unies aussi à soutenir le G5 Sahel, qui est aujourd'hui, bon, qui devient aujourd'hui de plus en plus une arlésienne parce qu'on est arbouté à l'argent, puisque l'argent manque. On est à 416 millions d'euros. Or, il nous faut 423. Ça même, c'est pour le départ, mais pour la pérennisation même de cette force G5 Sahel, bon, on ne sait pas comment on va faire. Donc, ces femmes, quand même, ont montré l'exemple. À Manga, vous avez dit tantôt, c'est le fief du ministre de la Défense, le courage Jean-Claude Bouda. Oui, donc, je crois que c'est bien, mais bon, ces marches, ça apporte du baume au cœur à ceux qui tombent régulièrement sous les balles assassines des terroristes. Mais il faut aller au-delà, bien sûr. Et je pense que c'est ça qui importe. C'est-à-dire que... Alors, quand vous dites d'aller au-delà, à quoi vous pensez exactement? Mais je crois qu'aujourd'hui, bon, on a beaucoup fait le diagnostic de ce que chacun y est allé de son point de vue. Et je crois qu'un gouvernement responsable, je crois que le gouvernement actuel l'est, c'est doter nos forces de l'ordre des moyens conséquents, c'est étoffer le renseignement. Et je pense que si on arrive déjà à faire ça, bon, c'est déjà un peu ça de gagner. Et peut-être aussi, bon, on ne le dit pas assez,
Et souvent, bon, quand vous le dites, bon, il y en a qui ne sont pas trop d'accord. Il faudra aussi, pour moi personnellement, user d'une sorte de diplomatie souterraine. Parce que, qu'est-ce qui fait que, par exemple, en Mauritanie, qui a un grand désert, les terroristes, depuis 10 ans, il n'y a pas eu d'attentat en Mauritanie. Et je touche du bois, mais vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, après Grand Bassam, là, je vous parie qu'il n'y aura plus d'attentats en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que si vous êtes un chef d'État, si vous pouvez utiliser, parce qu'il y a la diplomatie officielle, mais il y a la diplomatie souterraine, c'est ce que, quoique le Premier ministre a parlé de méthode non militaire, si vous êtes chef de l'État, vous pouvez user de ça pour avoir la paix, pour pouvoir vraiment faire vos chantiers, tant mieux. Mais on ne le dit pas à l'opinion publique. Moi, je ne dis pas de faire des compromissions, d'aller jusqu'à faire des compromissions parce que, bon, je sais que dans le passé, quand vous allez même à Laïko, vous trouvez en tout cas les Touaregs qui sont assis à la réception avec des poufs en train de boire du thé. Bon, je ne dis pas d'aller jusque-là, peut-être, mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est une piste sérieuse qu'il faut envisager. Bon, je ne sais pas comment on va le faire. D'accord. Voilà. Alors, on a bien compris votre position. On va voir, AMETP, qu'est-ce que vous pensez donc du développement fait tout de suite par Zungrana? Oui, je pense que c'est très sympathique, les marches des femmes pour soutenir les FDS. On a même vu la première dame au premier rang des marches qui se sont déroulées à Ouagadougou. C'est une bonne chose. Et ça nous rappelle en fait que l'affaire est très sérieuse. Parce que si même la première dame marche, donc ça veut dire que quelque part, ce que les tresses disent voilà, à la bouche la nuit, ça ne suffit pas. Il faut le dire publiquement. Maintenant, au-delà, moi j'ai une inquiétude. Il faut, comme le disait justement mon ami Zungrana, j'ai peur qu'on mette sur les épaules des seules forces de défense et de sécurité une charge qui les dépasse. Parce que, regardez, au Mali, il y a eu des groupes qui ont des revendications. Ils ont des points précis et tout le monde comprend pourquoi ils combattent. Regardez au Nigeria, il y a Boko Haram. On sait ce qu'ils veulent. Au Cameroun, on sait. Mais chez nous, on ne sait pas. Qui est notre ennemi? Qui se cache derrière ceux qui assassinent les forces de défense et de sécurité? Et c'est là où je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas seulement soutenir les FDS, il faut soutenir les partis politiques, eux aussi, pour qu'ils arrivent à déterminer plus clairement qui est l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut. Et c'est là où intervient justement cette diplomatie souterraine. Que ceux qui nous attaquent nous disent ce qu'ils nous veulent, et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ou bien, ils se constituent en véritable armée avec les méthodes classiques. Et je pense que là aussi, les forces de défense et de sécurité peuvent leur donner les ripostes. Mais des gens qui sortent de la brousse à moto et qui tuent 3-4 personnes et disparaissent, je ne pense pas que c'est en soutenant seulement les forces de défense et de sécurité qu'on peut. Aujourd'hui, on sait très bien que ce qui se passe et qu'on qualifie de terrorisme a aussi des relents politiciens. Et que des fois, quand on frappe, il y en a qui sont contents plutôt. Voilà, et à l'intérieur, parce que le principe de l'ennemi, de l'identification claire et nette de l'ennemi, c'est qu'un ennemi n'agit pas seul. Il a des collabos à l'intérieur, il a des collabos à l'extérieur. Et je pense qu'il faut faire ce travail global d'identification de l'ennemi pour permettre à ce que chacun joue effectivement sa partition. Parce qu'on ne peut pas seulement s'asseoir à Ouaga, faire des marches, et on donne l'impression de pleurnicher, alors que la guerre est un gros mensonge. C'est un gros mensonge qu'on entretient. Et plus ça dure, et mieux ça profite à ceux qui ont des positions, voilà, à l'ennemi. Bien sûr, oui. Alors, Paul Miki, les forces de défense, on peut le dire aussi, ont besoin quand même de ce soutien pour faire face à toutes ces attaques qui endeuillent le pays. Oui, elles ont besoin de ce soutien. C'est peut-être ce qui motive d'ailleurs ces rassemblements que l'on a vus depuis l'opposition politique le 29 septembre dernier. On a vu une série de marches, effectivement, en soutien aux forces de défense et de sécurité. À mon avis, ces marches n'ont d'utilité que de montrer aux forces de défense et de sécurité qu'elles sont soutenues, ne serait-ce que moralement, et par le peuple pour lequel elles combattent. Mais au-delà de ça, je ne vois pas l'impact direct sur la lutte contre l'insécurité et le terrorisme dans notre pays. C'est là d'autant plus qu'on a l'impression que, parce qu'on nous a même reproché en tant que journaliste d'en faire trop en termes de communication pour les terroristes. Ces marches meetings également peuvent ressembler à cela. Ça montre un peu que la situation est suffisamment grave dans notre pays et ça peut faire un peu
le jeu des terroristes. Mais au-delà de cela, ce que je voudrais dire, c'est que, à mon avis, c'est comme Zungrana l'a dit, ça a été répété également par AMETP, le plus important, c'est d'avoir cette diplomatie souterraine et de procéder à cette stratégie d'identification de l'ennemi. Et parce que depuis un certain temps, on n'a pas encore réussi à nous dire qui sont nos ennemis au Burkina. Ça, c'est un travail préalable qui n'a pas été accompli. Il faut le faire, sinon on va faire fausse route en mettant tout justement sur le dos des forces de défense et de sécurité. Mais justement, est-ce que cette diplomatie souterraine, Zungrana l'a relevé tantôt, ne va pas peut-être nous ramener sur la piste de la compromission également? Parce que s'il faut... Non, ce n'est pas forcément la compromission. Notre objectif ici, c'est la paix. C'est-à-dire la paix, ça a un prix, il faut payer ce prix justement pour avoir la paix. Le plus important, c'est de faire en sorte que aucun militaire ne tombe. Parce qu'on a vu effectivement, les semaines passées, on a eu beaucoup d'attaques terroristes, c'était pratiquement au quotidien. C'est cette spirale qu'il faut tout faire pour arrêter. Le reste, ça peut venir après, en termes de négociation et tout. Parce que nous n'avons pas encore franchi la première étape, celle de l'identification de l'ennemi. Même quand on parle de cette diplomatie souterraine, oui, mais il y a des noms qui ont été cités dans le cercle du pouvoir, il y a des accusations. Oui, ça, là, c'est le MPP qui accuse peut-être, j'allais dire, d'autres personnes d'être derrière une tentative de déstabilisation du pays. Ça montre aussi également jusqu'à quel niveau on n'a pas encore réussi à clairement définir l'ennemi justement. Ça, c'est une preuve supplémentaire parce que si on connaissait l'ennemi, on n'allait pas faire cette déclaration, on allait aller directement lui mettre la main dessus. Donc, on n'a pas franchi cette étape d'identification de l'ennemi. Donc, les marches meetings, à mon avis, ne peuvent pas avoir un impact. Maintenant, que malgré que l'on n'a pas pu franchir cette étape, nous sommes dans une situation où c'est une réalité qu'on est attaqué et que l'on a également des soldats qui tombent. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir les moyens et pour venir à bout justement de ces terroristes en faisant donc la riposte. On a été témoin de ce que l'armée française a dû intervenir au moins par 2 fois dans le Sahel et dans l'est du Burkina et cela a permis en tout cas d'avoir une certaine accalmie que l'on constate depuis un certain temps. Pour moi, tout le problème de cette lutte, je parle bien de la lutte mais pas la prévention, c'est-à-dire la lutte contre les attaques terroristes, le manque de moyens au Burkina. Et parce que bon, on n'a pas suffisamment de moyens, comme c'est le cas pour l'armée française, pour aller et faire des opérations aériennes. Sinon, on aurait pu. Maintenant, au-delà de cela, les marches meetings avec les campagnes de cotisation pour venir au FDS, pour moi, c'est un peu du spectacle. Ça ne résout pas le problème parce que ça montre également que l'armée burkinabé n'a pas suffisamment de moyens. C'est pour ça qu'on se cotise pour lui venir en aide. D'accord. Justement, certains aussi craignent la politisation de ces marches. Oui, moi je pense que cette question de cotisation, c'est une idée qui a été portée par l'opposition politique et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Bon, moi je ne polémique pas là-dessus, mais ce que je retiens de la marche des femmes, c'est que ça a été une très bonne chose. D'abord parce que dans tout conflit, ce sont les femmes qui payent le prix, moral comme le plus physique. Elles voient chaque jour des enfants tomber, des pères de famille tomber, et moralement, ça crée un choc. Moi, j'ai eu la chance de suivre un peu les procès Yimdi, Madi Ouedraogo et de Pouch. Ce sont les femmes qui, chaque jour, payent le prix de ces souffrances-là. Donc, je pense que c'était une très bonne chose d'interpeller la communauté internationale, d'interpeller qui de droit, sans un caractère politique à la chose. Parce que, comme vous l'avez dit en introduction, ce sont des femmes qui sont réunies dans une coordination. On n'a pas dit que ce sont les femmes de tel parti politique ou de tel autre parti politique. Elles sont sorties dans une relative neutralité pour dire non, nous ne voulons plus de cette situation. Nous interpellons la communauté internationale de sorte à ce qu'elle puisse venir en aide et aux forces de défense et de sécurité burkinabè. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, pour revenir à la diplomatie souterraine et qui pourrait être une solution à ce problème, moi, je suis un peu dubitatif sur la question en ce que je me demande comment est-ce qu'on peut partir sur une diplomatie souterraine sans en arriver à la compromission, comme nous l'avons vécu entre-temps avec les Touaregs du MNLA qui passaient leur temps à se pavaner à Ouagadougou ici, et nous avons abrité les rebelles d'autres pays ici. Les rebelles ivoiriens étaient ici, ils se pavanaient, les Angolais étaient là, ils se pavanaient avec Jeunesse Sanvibi. On était un peu comme le terreau de toutes les rébellions. Voilà, nous abritions toutes les rébellions et choses en Afrique. Et un bon jour, nous nous retrouvons victimes aussi de cette situation. Comme Norbert Zongo l'a dit, toutes les compromissions se payent. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, il est bien, comme l'a relevé Diorandé Zungrana, que l'on parte vers une diplomatie qui pourrait peut-être fédérer toutes les énergies au niveau de la nation, parce que c'est ça aussi la plus grande question. Quand des forces de défense et de sécurité tombent, pendant que certains sont là, et certains pleurent,
d'autres rient sous cap au Burkina Faso. Ça voudrait dire que, d'abord, nous n'avons pas pu identifier notre ennemi, mais entre nous-mêmes, nous sommes encore des ennemis entre nous. Parce que s'il faut que la nation, si le jour la nation est endeuillée, s'il faut que des gens rient, ça veut dire qu'on a encore du chemin. Donc je pense que c'est en cela que la réconciliation à l'interne doit se faire entre les fils du Burkina Faso et qu'ensemble nous déterminions qui est notre ennemi pour pouvoir aller. Je ne pense pas que ce soit une question de moyens forcément, parce que je pense que si nous sommes unis, nous pourrons y arriver. Ok, oui, Zoukourana. Oui, qu'on se comprenne bien. Quand je parle de diplomatie souterraine, elle n'existe pas. Même dans les vieilles démocraties, cette diplomatie-là existe. On va en revenir quand on va arriver à l'élection de l'OIF. Il y a eu une diplomatie souterraine qui a permis à la Rwandaise d'émerger. Non, qu'on se comprenne bien. Je pense que dans les éditions, dans les quotidiens du vendredi passé, il y a un avocat qui a publié une tribune, Maître Paul Kéré, qui a fait une proposition qui vaut ce qu'elle vaut. Lui, il propose ni plus ni moins que le président Roch Kaboré prenne son avion, qu'il aille à à Cocody, dans le quartier des ambassades. Voilà. Oui, non, je vais terminer. Voilà, donc lui, il a proposé, non, c'est ça, je dis, il a proposé, ça c'est une proposition de Maître Kéré qui vit en France, voilà, qui a proposé que, bon, il entend déjà la meute éructer contre lui parce que les gens ne seront pas d'accord, mais il y a 2 ans de cela, en fait, on avait fait une interview au président Roch Kaboré à Kosiam. J'avais posé exactement la même question. J'avais demandé au président, est-ce qu'il se pourrait, ce n'est pas une hypothèse d'école, est-ce qu'il se pourrait qu'il prenne un jour son avion, aller voir l'ex-président Blaise Compaoré à Abidjan pour qu'il parle d'homme à homme? Sa réponse était catégorique, il dit qu'il n'en est pas question. Voilà, ça nous revient par la force des choses. Ensuite, je vais ajouter que si nous prenons les victimes de ces guerres-là, on est à 200 et quelques victimes. C'est plus que les 2 guerres des pauvres réunies, c'est-à-dire la première guerre Mali-Burkina en 1974 et la deuxième guerre. C'est plus que les victimes des 2 guerres Mali-Burkina. Donc, ça fait beaucoup. Et pour rejoindre Amétépé, si vous prenez au Mali, les Touaregs revendiquent l'Azawad. C'est un territoire qu'ils veulent... Ça vaut 50 ans qu'ils revendiquent même ce territoire-là. Ce n'est pas un problème. Voilà. Au Niger, ils revendiquent la zone où il y a l'uranium et autres là. Mais au Burkina, on ne sait pas. À l'Est comme au Sahel, on ne sait pas. On entend des choses, hein, mais ce n'est pas officiel. Et il n'y a pas de... Parce que toute guerre asymétrique, même quand on prend Daesh, il y a un fond idéologique. Bagdadi, il n'est pas d'accord avec les croisés, avec l'invasion de l'Irak, il n'est pas d'accord avec les Kurdes et les Yézidis qui ont pactisé avec. Mais ici, on nous fait une guerre, un ennemi invisible qui nous attaque, mais jamais il nous a dit, voilà, nous voulons l'Est du Burkina, nous voulons créer une république du Soum ou quelque chose. On n'a pas ça. Donc, c'est insidieux et puis c'est pernicieux. Donc, ça même, c'est un mystère qu'il faut élucider pour pouvoir même avancer. D'accord, oui. Alors, oui, mais il y a des pistes quand même assez objectives. On arrive quelquefois à abattre quelques terroristes. Oui. Nous avons des médecins légistes ici. Oui. Mais s'il faut qu'on confisque les corps, qu'on les fouille, pour voir au moins d'où ils viennent. Mais non, je pense que c'est... Oui, depuis l'attaque de Cappuccino et tout, bon, on nous a parlé de Rayongo et tout, mais après, on n'est pas revenu pour clarifier. Il y a eu même des Savadogo parmi dedans. Mais il y a des terroristes qu'on prenne vivants. On nous a dit qu'il y en a. Non, je pense que ce travail peut aider. Non, je ne dis pas qu'on reste seulement à la diplomatie. Ce travail peut aider aussi à identifier les gens, à savoir d'où ils viennent. S'ils ne peuvent pas le parler, on peut faire parler leur ADN. On peut faire parler ce qu'ils ont mangé avant de venir combattre. Et je pense que c'est... Non, c'est très sérieux. Et même les femmes peuvent parler aussi, puisque il y a certaines femmes qui aussi, peut-être sans le savoir, vivent avec des gens qui sont... Il y a celle même qu'on a alpaguée dans le Soum, qui avait mis les terroristes dans un grenier, et chaque soir préparé pour aller leur donner. Donc, qu'on a il faut réussi. que les femmes aillent au-delà des marches pour faire des démarches qui nous permettraient d'identifier plus clairement nos ennemis. D'accord, en 30 secondes, parce qu'on n'est plus pas le temps. Non, je suis d'accord qu'il faut qu'on fédère les énergies au niveau national. Mais aujourd'hui, si nous payons le prix de nos compromissions d'hier, il ne faudrait pas qu'au nom d'une certaine diplomatie souterraine, nous en venions encore à pactiser avec des forces en griffe du mal. Moi, c'est là tout mon problème. Pour moi, aujourd'hui, ce sont les Burkinabés qui ont un problème d'abord avec des Burkinabés. Parce qu'à l'interne, quand des gens tombent, des gens rient.
ça pose d'abord un problème. Si nous arrivons à fédérer les énergies à l'interne, à identifier notre ennemi, je pense que tout le reste, ça peut être la coopération. Pour aller à cette fédération, il faut se parler. Oui, non, je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec Dieu qu'aujourd'hui, le président Kaboré, dire qu'il ne peut pas prendre son avion, aller à Abidjan, c'est une aberration. Parce que quoi qu'on dise, le président Blaise Compaoré, d'abord c'est un Burkinabé, il a dirigé le pays pendant 27 ans. On ne peut pas passer notre temps à nier notre histoire comme ça. En son temps, on a nié la révolution. Aujourd'hui, nous sommes en train de nier le passage de Blaise Compaoré. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi... Ce sera les années... Mais en 5 secondes, mais en même temps, en allant voir le président Blaise Compaoré, ça induit que Blaise est en même temps le problème et la solution à notre problème aussi. Pas forcément. Quand même, ça sous-entend. On peut faire autrement. Si ton ami ne veut pas te dire la vérité, peut être ton ennemi. Voilà, non, c'est ça, on ne peut pas... On se rappelle aussi la solution, parce qu'il faut aller le voir. Puisque sous lui, le Burkina était en paix. Qu'est-ce qu'il faisait pour que nous ne soyons pas attaqués? Mais on n'est pas obligé de faire la même chose. Oui, c'est pour ça que je dis... On parle sur la base d'une suspicion pour dire que non, on parle le voir, on le soupçonne et on parle le voir. C'est pour ça que je ne dis pas d'aller jusqu'à vendre notre âme. Je l'ai dit, c'est pour ça que je dis pas de compromission avec des gens qui viennent, tu as parlé de pavaner. Mais on peut, la politique aussi, c'est l'art du compromis. On peut trouver une solution médiane pour un peu le pays soit... C'est ça aussi. Est-ce que entre ça et puis chaque jour aller enterrer les gens au cimetière de Gouméla, qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est ça. Oui, très rapidement, en 30 secondes. Simplement Tout ce qui se dit actuellement sur ce plateau, ça renvoie à la question centrale de la réconciliation de Burkinabé. C'est assez primordial. Mais on ne peut pas avoir de réconciliation sans vérité. Justement, oui, je parle de réconciliation, je n'ai pas de donner les conditions pour atteindre cette réconciliation. Mais il faut effectivement que les Burkinabés se parlent entre eux. Et je pense que le premier acteur de cette question de réconciliation, ça aurait pu être effectivement le président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est lui qui a les rênes du pays, c'est lui également qui a besoin d'avoir un pays stabilisé. En premier, je veux dire, tout le monde en a besoin, mais lui en premier parce qu'il a besoin de régner sur un pays totalement unifié. Donc il faut activer en tout cas tous les mécanismes de la réconciliation. Mais le constat aujourd'hui, c'est qu'on a laissé cette question de réconciliation entre les mains d'une institution, entre les mains d'une coalition politique, etc. Ça ne résout pas le problème. Il va falloir que l'action première vienne du chef de l'État. Il faut peut-être aller à cette diplomatie, qu'elle soit souterraine ou pas, mais il faut rappeler également que dans certains pays, c'est le cas de la France qui a combattu pendant longtemps les talibés, mais qui a fini après par négocier avec les mêmes talibés parce qu'on s'est rendu compte à un moment donné qu'il s'agit de personnes qui ont renoncé à leur propre vie. Donc du coup, il s'agit de personnes qui ont une force inouïe, qui vont faire du mal et puis disparaître s'ils arrivent à se sauver ou bien rester là. Ils n'ont rien à perdre comparativement à nos soldats qui ont besoin de rester en vie. Ça, c'est très important de le dire. C'est dommage quand ils tombent sous les flammes. D'accord. Alors, on ne peut pas épuiser le débat. On va évoluer et puis parler d'autres choses. On va parler du procès du putsch manqué. Alors, le journaliste Adama Ouedraogo Didamis est à la barre depuis une semaine, je pense. Il est accusé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures involontaires. L'accusé, bien sûr, rejette en bloc tout ce qu'on lui reproche. Damis dit s'être rendu à Nabakoum le 16 septembre dans la nuit, dans le cadre de son travail, mais la partie civile, en tout cas pour cette partie civile, l'accusé a fait le déplacement parce qu'il était en intelligence avec les acteurs du coup d'État et il aurait participé à la rédaction de la déclaration du CND. Alors, notre but, bien sûr, n'est pas donc de juger, mais alors, quelle réflexion, bien sûr, vous inspire la comparution aujourd'hui de Damis dans le cadre de ce procès? Oui, je précise aussi que bon, pour un procès qui est en cours de façon éthique, on ne devrait pas oui, bien sûr, c'est pour dire mais je veux dire, pour préciser, que la justice est rendue au nom du peuple. Et donc, c'est tout à fait légitime que le peuple soit au courant de ce qui se dit au prétoire. Et donc, je pense qu'en cela, ce procès est très pédagogique. Malheureusement, ça intervient dans un contexte où il y a des attaques terroristes et les gens n'ont pas l'esprit suffisamment tranquille. Parce que ce qu'on ne peut pas enseigner à un peuple au bout de 3 ou 4 ans, un procès peut le faire en quelques jours. Et je pense que c'est ce à quoi on assiste. Parce que 2014, 2015... ce sont des années qui ont été des tournants décisifs dans la vie, dans la nouvelle ère de démocratie que le Burkina connaît. Donc, on est un peu comme dans un virage où on contourne bien le rond-point et on se redresse, ou bien on va dans le décor. Donc, je prends ça sur ce angle-là.
pour encourager donc tous ceux qui avaient demandé à ce que le procès soit même retransmis en direct, ne serait-ce qu'à la radio, pour permettre à tout le monde d'écouter ce qui se dit, pour se faire son idée, pour bien comprendre les enjeux. Donc, bon, moi, c'est globalement ce que je peux dire. Je n'ai pas envie de rentrer dans le fond. Oui, bien sûr. Oui, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas trop commenter. C'est vrai que, mais je le dis, quand un confrère est dans le box des accusés, autant un confrère, quand il est nommé ministre ou DG, ça déteint sur la profession, autant quand on a un confrère aussi qui est face à la justice, c'est la même chose, ça déteint. Donc, c'est un confrère, c'est mon petit pour ne rien vraiment, parce que, bon, on était ensemble à l'Observateur, c'est lui-même qui m'a remplacé en tant que chef de desk politique à l'Observateur. Moi, j'y étais pendant 18 ans. Lui, il m'a remplacé. D'abord, j'étais abasourdi de savoir qu'il est mêlé à ce coup d'État-là. Je dois dire que je l'ai su bien avant même que ça ne soit un peu ébruité et vanté dans les journaux. Bon, j'étais un peu étonné. Bon, aujourd'hui, il est face à ses juges. Le problème est que, comme vous l'avez tantôt rappelé, le chef d'accusation, alors, il doit montrer qu'il était au camp Nabakoum dans la nuit du 16 ou 17 à 23 heures pour des raisons professionnelles. C'est ce qu'il avance. Or, le parquet dit qu'il y était pour jouer au nègre, bon, c'est-à-dire en français, pour être la plume de ceux qui préparaient ou qui avaient accompli la conjuration du 16 septembre. Est-ce que c'est Damis qui a rédigé le prononciamento qui a été dit par notre collègue putatif Bamba, le colonel Bamba, ou bien il n'est pas mêlé. En fait, je pense que le procès de Damis là tient à ça. Oui. Sa présence en ces lieux et en ces heures, le 16 septembre là, il faudra que, et comme on est quand même à une justice, ce n'est pas l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que c'est à la justice de prouver qu'il y était pour rédiger ça. Donc je pense que c'est un peu ça. On ne va pas rentrer dans les détails, on attend de voir. Lui, il dit qu'il y était pour vraiment chose. Mais c'est vrai que je me rappelle que pour pouvoir vraiment aller en ces lieux ce jour-là, bon, je le dis aussi, le journaliste, quand il sent un scoop, il doit y aller. Bon, à ses risques et périls, mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Compris, oui. Voilà. Très rapidement. Voilà, je pense que d'abord, comme l'a dit Dieudonné, nous sommes peinés de savoir que c'est un confrère qui est aujourd'hui à la barre. Alors, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il puisse se défendre correctement et s'en sortir. Et l'autre chose à préciser aussi, c'est qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Et jusque-là, donc, ce n'est pas un condamné. Voilà, on ne souhaite même pas qu'il en soit ainsi. Mais comme, en fait, il y a trois faits qui amènent aujourd'hui Damis, aujourd'hui, malheureusement. D'abord, le fait de se retrouver au camp Nabakoum 2, dans un climat où c'était la chasse aux journalistes, où les journalistes étaient traqués, où des médias même étaient saccagés. Il y avait des plans même qui étaient orchestrés même pour mettre, comme on appelle, saccager les médias. Et dans ce contexte-là, Damis arrive à se frayer un chemin pour se retrouver à Nabakoum 2. Ça, c'est la première suspicion que l'accusation a relevée. La deuxième accusation, c'est d'avoir reçu 1 million de francs CFA dans la matinée du 17 septembre. Vous savez que l'argent a coulé en son temps. Il y a eu les deux colonels Traoré, Abdul Karim qui a eu 5 millions, Bamba qui a eu 5 millions, et de l'argent a coulé. Et aujourd'hui, le fait qu'il ait eu 1 million à cette période critique a suscité une sorte de curiosité. Et la troisième des choses, c'est le fait que le général Gilbert Diendéré, présenté comme le cerveau, le maître d'orchestre, ait témoigné contre Damis. Sous prétexte que Damis serait celui qui aurait rédigé la mouture. Oui. Qu'entre-temps aussi, il est revenu, parce que ça c'était l'audition durant l'instruction, il est revenu pour dédouaner Damis, pour dire qu'il n'y était pas. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui. Je comprends. Donc aujourd'hui, tout ça est fondé un peu sur des suspicions. Ce sont plutôt des suspicions que des faits matériels. Parce qu'un journaliste peut se retrouver à n'importe où, à n'importe quel moment, et sous le prétexte du travail. Et c'est ce qu'on encourage même. Si aujourd'hui, oui, c'est ce qu'on encourage, parce que quand il y a eu Capuchino et un certain nombre de choses, où on côtoyait même la mort, mais les journalistes y étaient, ça fait partie du boulot.
Donc, on ne doit pas s'étonner de voir Damis l'autre côté et à 23h. Ça, c'est ce que je pense. Maintenant, comme c'est un dossier en instruction, comme l'a dit Amétépé, on ne va pas trop polémiquer là-dessus. On espère que on va donner les moyens à Damis de se défendre et que le procès soit équitable. Voilà, équitable. Si on peut le dire ainsi. Oui, très Alors, ce que je rapidement. peux dire, c'est peut-être qu'il ne faut pas particulariser le cas de Damis. C'est vrai que c'est un confrère, mais il se retrouve dans le box des accusés comme les autres. On espère bien qu'il va pouvoir se défendre. Mais comme l'a dit Dabiré, effectivement, il était donc, on peut supposer qu'il était justement dans son rôle des journalistes, même s'il y a un certain nombre de suspicions qui peuvent peser contre lui, étant donné que c'était dans la période du putsch manqué, et que l'accès n'était pas, donc certains sites n'étaient pas accessibles à n'importe qui, entre guillemets, parce que nous autres, on a tenté effectivement le terrain, c'était pas facile du tout à un moment donné de franchir certaines barrières. Mais aujourd'hui, c'est un peu trop tôt que de polémiquer parce que le procès est toujours en cours et puis bon, on n'est pas juge, comme vous l'avez dit vous-même, Sagnon. Il va peut-être falloir attendre, l'accusé va se défendre, il a des avocats, etc. Et on verra la suite, qu'est-ce que le parquet va finir par prononcer. Mais moi, ce que je retiens d'essentiel dans ce passage de Damus, ce n'est pas seulement son dossier, mais c'est l'extrapolation qu'il a tenté de faire sur la gestion de la transition. C'est vrai que ce n'est pas à l'intérieur du dossier. Quand il dit que si on le pousse à bout, il va dire des choses, des gens vont quitter le pays. Ça me paraît extrêmement intéressant, cette partie du dossier. Il va falloir donc effectivement à un moment donné que l'on se penche sur la période de la transition, parce que c'est dans cette période que le putsch est arrivé. Il a été relevé à Damis que ce dossier-là est fini et qu'il va venir après. Exactement. En fait, c'est une phase de rupture qui n'apporte rien à Damis. Parce que dire qu'il y a 100 millions qui sont... En quoi est-ce que ça te discute par rapport à une situation... Non, mais je pense que lui-même, il a précisé que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ce pourquoi il doit se défendre. Ce n'est pas ça l'objet de son inculpation. Mais je me dis quand même que c'est une brèche qui a été ouverte, mais il va falloir que cette brèche-là soit également traitée de l'autre côté. Mais dans tous les cas, c'est un procès qui est en cours. Et avant Damus, on a vu les soldats passer, on a vu d'autres civils passer, et on a l'impression que personne n'a fait un putsch au Burkina parce que personne n'était au courant qu'il y avait un coup d'État. Et tout le monde l'a entendu sur les médias, France 24, sur les médias en tout cas à l'occasion de la déclaration ici à la RTB. Mais on verra bien à la fin comment cela va se passer parce que bon, moi je suis bien curieux d'entendre les verdicts parce que comme je l'ai dit depuis le début, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de coup d'État du tout. Non, avant le verdict, il y aura les confrontations, les témoins et surtout les pièces à conviction. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant avec ce dossier, selon l'accusation, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos et de sons. Il y a des écoutes téléphoniques et un certain nombre de choses qui ont été rassemblées. Et on va mettre les gens devant le fait accompli, quitte à ce que chacun dise ce monsieur qui passe là, ce n'est pas moi, ou cette voix que j'entends, ce n'est pas la mienne. Pour en finir en 10 secondes, je pense que la justice, c'est les preuves, et puis c'est l'intime conviction aussi, parce que le verdict. Donc, on va attendre de voir, nous n'allons pas charger qui quoi. Nous avons, ce que nous avons relaté, c'est ce qui a été dit lors des minutes du procès, donc on s'en tient là. C'est une belle épreuve pour notre justice. Pour le tribunal militaire, ce serait du quitte ou double. Si ça ne marche, voilà, on va la sortir la tête haute. Si elle n'arrive pas aussi, on trouvera le moyen de l'éliminer de l'arsenal. Alors donc on va attendre tranquillement le verdict qui n'est pas pour bientôt, si on peut le dire ainsi, puisque les auditions ne sont pas terminées. Alors on va revenir sur le plan politique pour parler de cette opposition, si on peut le dire comme ça, entre la CENI et l'UPC. Suite donc à la visite du président de la CENI à l'UPC, on a cru peut-être que le désaccord au sujet de la plateforme d'enrôlement proposée par la CENI n'était plus d'actualité, mais lors d'une conférence de presse tenue donc en cours de semaine, l'UPC a laissé entendre qu'elle rejette la plateforme d'enrôlement de la CENI, quels que soient les résultats de l'expérimentation qui va être faite. Alors, est-ce que vous comprenez aujourd'hui la posture du parti du Lion, Zoubaviel? Oui, moi je pense que ce qui se passe, cette passe d'armes-là, on pourrait appeler un dialogue désaccordé. Vous avez deux partis qui sont là. Je ne sais pas si c'est la personne de Newton qui pose problème aujourd'hui ou c'est Newton en tant que personne qui incarne l'institution ou l'institution même qui pose problème à l'UPC. Mais j'ai comme l'impression que l'UPC, même de par son attitude, se pose même comme un problème même à la démocratie, de par même les condamnations a priori. On met en place une plateforme. Aujourd'hui, tous les États du monde essaient de mettre à profit les technologies de l'information et de la communication pour simplifier les processus électoraux. Ici, on tente de... Bon, quand même, ce qui est proposé par Newton, ce n'est quand même pas la machine électorale du Congo. Et même qu'ici, on a demandé à ceux de l'UPC, comme à toutes les parties prenantes à la CENI,
d'envoyer des représentants qui pourront suivre le processus et au besoin le dénoncer. Vous dites que vous n'allez même pas reconnaître, quel que soit le résultat qu'il produit. C'est une condamnation a priori. Et pour moi, ça pose un problème dans une démocratie parce que, de par cette attitude, on crée les conditions d'une crise préélectorale. C'est-à-dire qu'à l'approche des élections, on peut dire que non, voilà, nous ne sommes pas partie prenante et ça va laisser présager ce qu'on pourrait redouter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on a constaté que lors du passage de Newton Ahmed Bari à l'UPC, mais Adama Soso a dit clairement que les divergences ont été aplanies. Je ne sais pas par quelle magie. Lui, en tant que responsable, encore se retrouve à une conférence de presse avec certains de ses lieutenants pour dire que, bon, on ne s'était pas compris. Peut-être que c'est les journalistes qui ont mal interprété cette histoire de on a aplani les divergences, sinon que nous ne sommes pas d'accord. Donc, pour moi, ça pose un problème. Et encore que la question même du code électoral qu'on a cru dépasser est encore revenue. D'accord. Pour des démocrates, je me pose la question. Vous ne comprenez pas donc. Je ne comprends pas l'attitude de l'UPC. Oui, Paul Miki. Alors, quand on regarde froidement cette situation, on a l'impression qu'il y a un différend entre Newton Ahmed Bari et Zéphirin Diabré. Et je pense que ce différend ne doit pas se déteindre sur tout le processus électoral. Parce qu'au-delà de la CENI et de l'UPC, il y a bien d'autres acteurs qui ont leur mot à dire dans le processus électoral en cours au Burkina. Alors, on a vu effectivement, comme l'a dit Dabiré, l'UPC qui rejette en bloc déjà cette plateforme d'enrôlement, alors que c'est une innovation. On a ces suspicions qui peuvent se justifier parce que l'UPC estime que c'est une machine ouverte à la fraude et surtout la question de l'arrimage des fichiers de l'ONI avec celui fichier électoral de la CENI. Et on estime que celui qui est à la tête de l'ONI, c'est un cas du membre du bureau politique du MPP, etc. Donc, il y a des suspicions comme ça que l'on ne peut pas malheureusement entretenir dans un processus électoral parce que c'est une condamnation a priori et il faut peut-être suivre le processus parce qu'en réalité, l'UPC, comme les autres partis politiques, ont également ce rôle de suivi. Parce qu'on a l'impression que la confiance n'étant pas là, et plus rien ne doit marcher du tout entre la CENI et puis l'UPC, alors que ce n'est pas ça le problème. On a vu effectivement cette visite de Newton Ahmed Bari au niveau du siège de l'UPC pour tenter de se rencontrer. Mais après, on nous a dit que non, c'était juste une rencontre pour que les deux parties s'expliquent, et les deux parties sont expliquées, mais il n'y a pas eu du tout d'entente. Là, c'est quand même difficile à comprendre. Là où je peux comprendre un peu l'attitude de l'UPC, c'est peut-être sur le code électoral. Là, au moins, il y a une certaine constance parce que l'UPC a rejeté le code électoral, notamment dans sa disposition qui concerne le vote et les documents de votation. En plus de l'UPC, il y a beaucoup d'autres partis politiques qui ne sont pas d'accord, notamment ceux de l'opposition politique. Et on a vu effectivement qu'il y a ce débat politique qui est toujours en cours. Là, au moins, il y a une constante. Mais pour le reste, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des innovations. Il faut peut-être les accepter et être très prudent, et avoir un rôle de suivi également du processus. D'accord. En tout cas, pour l'UPC, l'enrôlement par SMS et par appel téléphonique ouvre la voie à une fraude électorale massive. Oui. Bon, moi je pense qu'au-delà de la machine, pas ici, là, c'est pas la machine à voler, vraiment. Mais la machine à enrôler, Voilà. Je pense qu'il y a un problème de pédagogie publique qui, à mon avis, est créé par la CENI elle-même. Les questions électorales sont des questions suffisamment sérieuses pour ne pas l'étaler comme ça sur la place publique. D'abord, et cette façon de faire, ça ne peut qu'ouvrir la voie à ceux qui font de la politique politicienne pour s'opposer à tout, parce qu'ils sont des opposants, il ne faut pas l'oublier, ils s'opposent à tout et à tout bout de champ. Donc, je pense qu'il faut faire sérieusement ce qu'il y a à faire sur la machine. Quand ça sera prêt, convoquer tous les partis. Et puis, la CENI n'a pas besoin d'aller négocier l'UPC. Le code électoral, c'est terminé. Il y a eu pendant 27 ans dans ce pays, on a pris des lois, on n'était pas d'accord, mais on a subi. Donc, la République, c'est ça. Et je pense que peut-être la CENI elle-même en fait trop, accorde trop d'importance à l'UPC, c'est pour ça que l'UPC en profite. Oui, bon, oui, c'est possible. Moi, mon avis est suffisamment... Peut-être qu'il faut aussi que les acteurs politiques... Oui, mais la CENI n'est pas une institution de réconciliation avec des partis politiques. La CENI est une institution d'organisation des élections. De façon technique. Laissez les partis politiques faire leur bagarre. On a rarement vu la CENI mener le débat même sur le processus. Tout à fait. Oui, mais si ce qu'elle propose ne rencontre pas... Oui, mais si ça rencontre, il y a plein de choses qui ne rencontrent pas. Moi, je ne suis pas d'accord de m'aligner pour faire une CNIB, mais j'accepte. C'est la technique.
Non, je pense que je ne sais pas parler de problèmes de personnes entre Newton et Fizifé, parce que, bon, ils ne boxent pas dans la même catégorie. L'autre est chef de l'opposition, c'est fort. L'autre est président d'une institution, de l'administration électorale, en l'occurrence. Et s'il n'y a pas eu... Bon, je pense que si vous suivez bien M. Adama Soso, il a dit qu'on s'est compris, mais on n'est pas d'accord. Bon, mais maintenant, là, sur le cas de la plateforme, sur l'enrôlement des électeurs, bon, je crois que Newton, il a étalé sa démarche. Maintenant, il y a les commissaires de l'opposition qui ne sont pas d'accord. Mais je rejoins Amétiva en disant, c'est parce que, bon, chaque jour aussi, quand on étale ça dans la presse, on en fait une montagne, et au fur et à mesure, parce qu'aujourd'hui, le problème est politisé. Or, il faut aller au fait. Je pense que cette technique-là va être finalisée le 30 octobre, et puis tester pendant 2 semaines dans la région de l'Est, je crois. Donc, il faut y aller et puis voir s'il y a des corrections à faire. On le fait parce qu'aujourd'hui aussi, on est talonné par le temps. On est déjà dans le processus électoral. Est-ce qu'il faut perdre du temps à pinailler sur des détails et autres? Parce que de toute façon, sur la CENI, on ne sera jamais totalement d'accord. Donc il faut aller, je finis, donc il faut aller quand même avec, je pense qu'aujourd'hui il y a quand même un consensus. Il y a un consensus. Oui, puisqu'ils sont allés dans la CENI d'abord aller voir la CODER. Voilà, donc, oui, bon, Ablassé a dit que la CODER épouse la posture de la CENI. Et l'UPC aussitôt a répliqué en disant non, que c'est la CODER et l'UPC sont voilà, or on sait déjà que la CODER et puis l'UPC, et même je vais jusqu'au-delà, pour ceux quand même d'un certain âge, entre Zéphirin Diabré et Ablassé, ça n'a jamais été le grand amour. Depuis même l'époque de Blaise Compaoré, les deux ne se sont jamais entendus. Ça, c'est un secret de polichinelle. Donc, souvent, il ne faut pas que les querelles byzantines là, entre personnes déteignent sur la vie d'une nation, parce qu'une élection, c'est quand même assez sérieux. Voilà. Donc, il faut quand même faire... Et on est dans le... Il faut vraiment essayer d'avancer et puis ne pas vraiment vouloir une paix des braves avant de continuer. Oui, mais on ne peut pas reprocher à la CENI aussi d'exposer ces innovations pour le public qui marche. Il y a des commissaires qui sont... Non, je comprends. Non, je comprends. Non, je comprends. C'est le devoir même de la CENI de dire, voilà les innovations que nous proposons, pour que quand même on prépare les esprits aussi à ça. Parce que vous ne pouvez pas peut-être avoir tout le monde en même temps. Oui, non, c'est en même temps, mais l'UPC est dans son rôle, comme on l'a dit, de ne pas l'accepter. C'est un parti d'opposition. Mais maintenant, si Newton tente aujourd'hui, court que court, de convaincre Zéphirin Diabré avant d'engager le processus, c'est là tout le problème. Parce que Zéphirin, je crois savoir que l'UPC, c'est opposition et majorité et société civile. Il y a un collège qui est là. Si à un moment donné, là, il y a une majorité qui se dégage là, mais on engage le processus et puis bon. Et ceux qui ne sont pas d'accord peut-être vont prendre le train en marche. Sinon, l'UPC ne peut pas prendre en otage un processus électoral. Ce n'est pas possible. Mais il faut rappeler également qu'à l'intérieur de la CENI, c'est vrai comme Kofi l'a dit, il y a des commissaires. Donc, on a une situation où il y a des commissaires qui sont rentrés en dissidence avec le président de la CENI. Tout est parti de là et il se trouve que ce sont les commissaires justement de l'opposition, y compris l'UPC et tout. Donc, c'est là le problème. Parce qu'il est important effectivement d'épuiser le débat, sinon on peut arriver à une situation où on peut tomber sur un retrait des commissaires de l'opposition. Mais concrètement, on lui reprochait une mauvaise gouvernance. C'était ça le problème. Non, au départ, oui. Voilà, ça c'est deux choses différentes. C'est deux problèmes différents en fait. On a reproché à Newton Ahmed Bari sa démarche qui n'est pas inclusive à l'intérieur. De la CENI qui n'est pas inclusive parce que les commissaires disent ne pas être au courant de certaines décisions qui sont prises. Ils ont eu l'impression que Newton Ahmed Bari impose son propre point de vue en tant que président d'institution. Mais lui-même, il répond en disant que bon, de toutes les institutions, en fait, de tous les présidents d'institutions qui sont passés à la CENI, c'est le président que l'on connaît en premier. Quand ça va, c'est lui. Quand ça ne va pas, c'est lui. Les commissaires sont un peu en arrière-plan. On dit que c'est la plateforme de Newton Ahmed. Voilà, c'est ça justement. On est allé trop loin, quoi. Alors que c'est une idée de la CENI, on peut le dire ainsi. Tout est parti depuis sa déclaration sur la date du référendum. Mais justement, est-ce que vous pensez que cette plateforme-là peut marcher concrètement sur le terrain quand il faut appeler des gens par SMS ou leur envoyer des messages pour les enrôler sur un fichier électoral? Mais c'est à l'épreuve du terrain qu'on verra. Je l'ai dit tantôt, c'est à l'épreuve du terrain qu'on verra. Parce que c'est quoi? Les gens subodorent qu'il y aura des fraudes. On va aller même enrôler des gens qui ne sont pas burkinabés ou bien des gens qui n'ont pas l'âge liquide. Tout ça, les gens soupçonnent qu'on va aller jusqu'à là. Donc, ils sont un peu...
bon, vraiment réservé. Mais à l'épreuve du terrain, on verra. Et s'il y a des problèmes maintenant, on peut les relever et puis dire, voilà, nous avons eu raison. On ne peut pas se trop tôt, refermer aux mais on ne peut pas Voilà. déjà, a priori, innovations. dire non, ça ne va pas marcher. Quoi. Bon, parce que je le dis aussi, quand un président de la CENI arrive, il a aussi, il y a aussi sa touche personnelle. On l'a vu depuis le défunt Exactement. Moussa, Michel Tapsoba, Maître Kéré. Qui a dit que même si c'est trois Ouais, personnes, bon, là, il était, on ira mais justement, voter. parce qu'à l'époque, il avait été poussé jusqu'au bout et il avait lâché ça parce qu'il était vraiment, la moutarde était montée au nez et il avait dit même si c'est un seul électeur, ils vont aller au. Voilà, Donc, effectivement. chaque président de la CENI vient avec sa Donc, c'est touche pas personnelle. nouveau, je pense Voilà, qu'il ne donc faut c'est pas pas nouveau, dramatiser c'est que les bizarre là. commissaires de Mais la il CENI, faut, les techniciens au travail, et là, il faut que d'accord. chacun s'accorde, il faut qu'on avance. Parce que sinon, on va prendre un retard et ça va engendrer d'autres problèmes encore plus graves. Plus grave. Ok, alors on va changer de sujet. Hein. La plateforme d'enrôlement de la CENI, en tout cas, n'a pas servi de plateforme pour l'élection de Louise Mouchikawabo, donc, qui est élue maintenant donc, secrétaire générale de l'organisation donc, de la francophonie. Alors, le sommet, le 17e, s'est achevé donc, à Erevan, en Arménie, avec l'élection donc de l'ex, si on peut le dire ici, ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Alors, son élection, on peut le dire, ça a été donc sans surprise, hein, si on peut le dire. Paul Miki. Oui, sans surprise a priori, mais un peu de surprise quand même parce qu'on a vu des défections de dernière minute autour de Michael Jean. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, à mon avis, c'est une victoire non seulement pour le Rwanda, une victoire pour l'Afrique surtout, mais une victoire également pour la France qui a tenté justement de redorer son blason dans ses relations avec le Rwanda. Vous savez très bien que les deux pays étaient en froid depuis le génocide rwandais et que le Rwanda même est allé jusqu'à donner dos à la francophonie d'une certaine façon, et parce que l'anglais est devenu la langue officielle dans ce pays. Malgré tout cela, c'est une citoyenne rwandaise qui est donc à la tête de cette organisation qui est l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Donc c'est bien pensé et je crois bien que c'est une dame qui peut être à la hauteur. Mais là, c'est la conséquence, effectivement, comme Dieu nous le disait au début, d'une diplomatie souterraine parce qu'on a l'impression quand même que des fils ont été tirés en bas et que Michael Jean s'est retrouvé justement à surprise être un peu isolé, entre guillemets en tout cas. Justement, alors, oui, et Louise Mouchikiwabo, en tout cas, était soutenue par la France et par l'Union africaine également, en Métépi. Oui, mais en attendant, peut-être on peut prononcer facilement Louise, mais Mouchikiwabo, ça entre dans les habitudes de nous, francophones africains. Oui, bon, quand on parle de soutien pour ces organisations qui sont supposées ne pas être dans les mêmes schémas que les CENI et les machines à voter ou à voler, ça choque quelque part. On devrait dégager un consensus pour avoir une secrétaire générale de la francophonie. Malheureusement, encore une fois, les Français nous ont poussé à faire de cet instrument-là, qui devait être un instrument plutôt d'intégration, de partage de nos idées, et tout ça, à devenir un instrument politicien, malheureusement. Et c'est ce qui amène ce débat aujourd'hui, qui n'avait pas lieu d'être. N'importe qui essaie de parler français devait prétendre, parce que lorsque les gens s'associent, c'est la société civile des organisations internationales, la francophonie. Ce n'est pas une société politique, à l'instar de l'ONU ou bien de la CEDEAO ou de l'Union africaine. C'est la partie société civile, la francophonie. Parce que c'est librement, bon, d'une certaine façon que nous avons choisi de parler français. Et d'ailleurs, le Rwanda nous donne bien l'exemple. On peut ne pas parler français et gérer la francophonie. Et alors là, bravo vraiment à Paul Kagame. D'accord. Alors oui, il y a eu des bisbilles aussi, on peut le dire, parce que Michael Jean ne voulait pas céder dans son discours. Elle a dit qu'il fallait choisir entre... Mais nous avons titré dans notre éditorial que le match en jupon d'Erevan n'a pas eu lieu parce que le match était plié. Mais si on veut caricaturer, on dirait que ce poste de secrétaire général de l'OIF a servi et à la France et au Canada de faire marche égale. La France a pu avoir le poste qu'elle a voulu que sa protégée Adoub, Louise Mouchikiwabo. Le Canada va peut-être avoir sa place de membre non permanent au Conseil de sécurité en 2020-2022. Ensuite, le Canada a eu satisfaction que l'Arabie Saoudite retire, ça voilà, parce que l'Arabie toquait à la porte de la francophonie aussi. Or, c'est ce que insupportent
le Canada. Donc il y a eu tout ça. On peut dire qu'en fait, ils se sont servis de cette francophonie-là. En tout cas, bravo vraiment à Emmanuel Macron, qui a usé, je l'ai dit, à une diplomatie souterraine avec des intermédiaires comme Maurice Lévy, l'ex-patron du Publicité, et même le roi du Maroc, M6, pour convaincre l'homme mince de Kigali, qui était un peu méfiant, qui avait des réticences. Vous savez, ce bonhomme-là, il n'est pas facile. Donc, au finish, la France et le Canada sortent gagnants de ça. L'Afrique aussi, parce qu'on ne va pas, voilà. Souvent, on est là. Quand on regarde la francophonie, d'aucuns disent que c'est un instrument, en tout cas, de défense des droits de l'homme, alors, et des libertés, de la démocratie. Alors, prendre quelqu'un qui est dans un pays comme le Rwanda, et ça déteint peut-être un peu sur la crédibilité ou l'image, en tout cas, de l'institution. Moi, je pense que souvent, c'est un peu l'hypocrisie collective, là. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est les mêmes Occidentaux qui disent que, bon, Kagame n'est pas un exemple de démocrate, c'est un quoi. Mais aujourd'hui, je le dis, les Occidentaux privilégient maintenant moins de démocratie, mais plus de stabilité. Si vous voyez au Rwanda, Paul Kagame n'est pas vraiment la démocratie universelle, ce n'est pas sa tasse de thé. Lui, il ne transige pas là-dessus. Mais regardez, aujourd'hui, pratiquement toutes les grandes industries Volkswagen, ils délocalisent là-bas. Le Rwanda est cité en exemple. Et voilà même le fait même que la protégée de Kagame soit élue est vraiment une preuve palpable. C'est Emmanuel Macron qui a proposé ce nom-là. Or, tout en sachant que le français même n'est même plus la langue officielle. Voilà, il parle, mais il ne veut pas, il parle. Voilà, il comprend. Donc, je pense qu'il y a ça. Et j'ai vu ce matin. Donc, le prochain sommet à Rwanda, le discours sera en anglais. Voilà, et j'ai vu que ce matin, le parquet a demandé le retrait, un non-lieu concernant l'attentat contre l'avion de Juvénal Abiyarimana. Donc, vous voyez, on est en train, petitement, de vouloir solder les comptes entre la France et puis le Rwanda pour un peu vraiment aplanir et pour que, en tout cas, les deux pays s'entendent. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Pour emboîter le même pas que lui, je dirais, moi, je commencerai d'abord par saluer la diplomatie rwandaise, voilà, qui s'est illustrée à un certain niveau qu'il faut vraiment saluer. C'est un petit pays qui ne vaut même pas la région de l'Est burkinabé, parce qu'ils sont à 26 000 km², pourtant la région de l'Est burkinabé même à 36 000 km². C'est dire que c'est un petit pays, mais quand même qui a su quand même fédérer des énergies et qui a su se faire respecter sur le plan international. Alors, le fait d'avoir pu imposer, parce que c'est comme ça que moi je le dis, on a pu imposer aujourd'hui Louise Mushikiwabo et face à Michaël Jean, qui elle était la candidate d'une puissance. Mais avec les compromis, les compromissions politiques, voilà, on a pu trouver le juste milieu. Vous refusez, justement. Non, bon, ici, peut-être que ça peut servir. Voilà. Donc, on a pu trouver un juste milieu, écarter Michaël Jean, qui a pleurniché au sommet d'Erevan. Mais malgré elle, je dirais qu'elle a été victime aussi de ses propres turpitudes. Parce que vous vous souvenez qu'au 16e sommet qui s'est tenu à Dakar, elle avait comme challenger le grandissime Henri Lopez. Il y avait Pierre Bouyoya qui est l'ex-président burundais, je pense. On a essayé de la présenter comme étant une haïtienne du Canada. Il y avait surtout le président François Hollande. Voilà, François Hollande, qui l'a coaché. On l'a présentée comme une haïtienne, une noire haïtienne qui a migré vers le Canada, qui est polyglotte, qui est universitaire, qui est un peu comme ce qu'on a fait avec Louise, et on l'a propulsée devant cette sommité-là. Et aujourd'hui, elle s'étonne que ce soit Louise qui soit acceptée. Oui, mais généralement, les secrétaires généraux, c'est 2 ans, 2 mandats, je vais dire, de 4 ans au moins. Oui. Bon, pour elle... non, mais c'est comme Dieudonné le disait, les enjeux du moment étaient tels que... Voilà, elle a été sacrifiée sur l'autel. Voilà, effectivement. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron a besoin d'utiliser aussi. Voilà, elle a été... Michaël Jean, c'était la candidate. Et aujourd'hui, la francophonie, c'est plus l'aspect politique même que l'aspect développement. Parce que la francophonie fonctionne aujourd'hui avec un budget de 85 millions d'euros par an. Ça ne vaut rien. Et les grands pourvoyeurs, c'est quoi? Voilà. C'est la France, le Canada et le Canada. Voilà. Ensuite, voilà, la Suisse. Donc, il va sans dire que c'est leur décision qui... Voilà. Donc, aujourd'hui, ça a été utilisé pour résoudre des problèmes parce qu'on est pris par le temps. Il nous reste moins de
3 minutes pour terminer l'émission. Je rappelle qu'on a débuté avec peut-être 3 au moins 4 minutes de retard, 5 minutes. Donc, alors, on peut-être va demander à la régie de nous accorder au moins les 5 minutes que nous avons perdues au démarrage de l'émission plutôt. On parle justement de la Côte d'Ivoire où se tient actuellement des élections locales. Alors, ces élections se tiennent dans un climat tendu entre le PDCI et peut-être le RHDP. Alors, ces deux camps ont même présenté des candidats pour les mêmes postes dans certaines communes et régions de la Côte d'Ivoire. Alors, comment vous voyez peut-être ces élections qui sont présentées peut-être comme un test pour la présidentielle de 2020? Oui, Amétépé. Oui, on remarque que presque 10 ans après, ou plus de 10 ans après, donc les vieux démons sont toujours là, dans la sphère politique ivoirienne. Et que le travail donc de désarmement des cœurs n'a pas été du tout fait. Puisque aujourd'hui le conflit est au sein même de la coalition qui avait gagné les élections contre Gbagbo et alliés en 2011. Donc je pense que ces élections sont des tests, c'est vrai, mais c'est aussi une manière de transposer désormais la guerre à l'intérieur des communes. Ce qui serait vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. Parce que imaginez, et nous le connaissons ici au Burkina, où on fait un conseil municipal qui ne va pas fonctionner. Donc il faut vraiment craindre voilà, que la Côte d'Ivoire désormais transpose sa plaie désormais dans les parties très intimes et que cela bloque le fonctionnement du pays. On a même signalé des affrontements qui ont eu lieu. Voilà, il y a eu même un mort, si je ne m'abuse, dans la localité de Bédiala, je crois. Oui, alors c'est une élection en tout cas qu'il faut surveiller de très près. Comme vous l'avez dit, c'est un test pour 2020 dans ce pays qui s'apprête justement pour la présidentielle de 2020. Et on a vu également cette crise de scission à l'intérieur du parti au pouvoir qui se transpose dans la crise, dans ces élections. Et c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes types d'élections locales comme c'est le cas au Burkina, mais il faut redouter effectivement, comme Kofi l'a dit, que la crise ne soit perpétuée au niveau donc, des collectivités, au niveau des communes, dont les premiers responsables sont en train d'être élus. Mais ce que je voudrais faire remarquer également, c'est le faible niveau de participation des électeurs. Il y a lieu de mener des études pour comprendre effectivement ce phénomène. Quand on a vu tous les bouquins que l'on avait pendant la campagne électorale, aujourd'hui on nous dit que les électeurs ne se sont pas mobilisés et le taux de participation était très faible. À la surprise générale, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce comportement de l'électeur ivoirien? Est-ce à dire qu'il s'agit d'élections de moindre importance? Si oui, c'est une erreur à mon avis, et parce que les élections locales sont aussi très importantes. On attend justement de voir ce que 2020 va nous montrer pour ce pays qui, en réalité, doit tout faire pour ne pas retomber dans une crise post-électorale comme c'était le cas justement en 2010, parce que je pense bien qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce qui a été vécu justement il y a 10 ans. Moi, je pense que l'électeur ivoirien est aujourd'hui désillusionné par rapport à tout ce qu'on a pu voir. D'abord, on a enclenché un processus de réconciliation qui n'a pas été fait. La justice n'est pas au rendez-vous. On dit qu'il y a une sorte de développement qui se dessine, mais qui ne se ressent pas chez l'Ivoirien lambda. Donc, il y a une sorte de désillusion qui a démotivé les gens à aller vers ces votes-là. La troisième des choses, quand à un moment donné, vous avez l'équilibre même du pays qui s'effrite, vous avez les deux grands partis qui se sont effrités et qui se regardent en chien de faïence aujourd'hui et qui sont aujourd'hui allés retrouver un autre frustré dans l'opposition, j'allais dire ainsi le FPI. Donc vous avez trois camps aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous avez le RDR qui dit qu'il a créé ce qu'on appelle le RHDP, le PDCI qui dit qu'il ne veut plus entendre parler du RHDP, c'est le grand désamour, et les frustrés de 2011 qui sont encore là, qui croisent les bras et qui attendent leur heure. C'est vrai que bon, ils sont courtisés aujourd'hui par le PDCI, RDA, mais il faut croire que 2020, si l'on y prend garde, la Côte d'Ivoire, je touche du bois, va sombrer. Parce que toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que les gens ne se comprennent pas en 2020. Et c'est vraiment dommage. Oui, et peut-être pour vous couper la parole très rapidement parce qu'on n'a plus pas le temps. Oui, alors le PDCI qui va en disperser pour ces élections parce qu'il y a l'aile qui est fidèle à Laurent Gbagbo qui ne participe pas, qui boycotte les élections. Le FPI, et l'aile de Afin Guessan qui a présenté des candidats dans certaines communes. Oui, c'est symptomatique que rien ne va. Aujourd'hui, le RHDP a implosé.
le jeu de la carpe et du lapin, c'est-à-dire entre Henri Konan Bédié et puis Ado, a cessé. Les masques sont tombés. Donc aujourd'hui, on a un rebattage des cartes. Malheureusement, qui se fait dans une atmosphère délétère. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un tour de chauffe pour la présidentielle de 2020, mais qui montre déjà que les germes, les ingrédients, en tout cas, d'une crise, voire même d'un conflit pré- et post-électoral est en gestation. Et moi, comme je l'ai dit sur d'autres plateaux, j'ai vraiment peur pour la Côte d'Ivoire de l'après-Ouattara. D'accord. On vous permet de garder la parole pour dire, est-ce que vous êtes confiant pour la suite des éliminatoires pour la CAN 2019 pour les étalons qui ont gagné hier 3 buts à 0? Déjà, le fait que hier, on a eu 3 buts, je crois qu'il y a un but de Razak, Banu Diawara. voilà. Bon, déjà, c'est bon à prendre. Parce que si vous avez remarqué, bon, les étalons se qualifient toujours à chaque fois pour les compétitions sur le fil du rasoir. J'espère que pour ce coup-ci, on va vraiment se qualifier franchement. Parce que souvent, c'est à propos de calcul, c'est souvent des jeux de goal d'average. C'est sur ça qu'on se qualifie. Je pense que déjà, souvent les qualifications se gagnent avec les premiers matchs. Donc je pense que déjà, avec ces 3 buts contre le Botswana, c'est bon à prendre et que pour ce coup-ci, les étalons vont se qualifier franchement. Oui, voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Oui, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu tous les Burkinabés de toute obédience confondue, réunis autour d'une équipe. Ça fait chaud au cœur et de savoir qu'on a gagné. Nous sommes leaders de notre poule actuellement. Mardi, on repart au Botswana pour le match retour. Oui. On espère que tout ça, les étalons sont aujourd'hui un rempart pour fédérer les Burkinabés, et je pense que c'est une très bonne chose. S'ils ont pris la mesure de la chose, ce serait bien pour l'avenir aussi. Pour la suite, vous êtes confiant? Voilà, je suis confiant, je pense qu'on va se qualifier. Oui, également confiant pour la suite, mais je pense qu'il y a encore du boulot à faire. 3 buts à 0 hier, donc ici à Ouaga, et j'ai entendu l'entraîneur qui ne semblait pas être satisfait du niveau de jeu de ses joueurs. On suppose que, bon, peut-être que le match retour, le miracle va se produire justement au Botswana en retour, et que les étalons, comme l'a dit Dieudonné, vont pouvoir se qualifier franchement pour Cameroun 2019 et pour éviter justement qu'il y ait des crises cardiaques vers la fin. Alors, Amétépé, pour le mot. C'est vrai que les étalons ne gagnent pas souvent, mais quand ils gagnent, au moins ça fait chaud au cœur, surtout en ces périodes d'attaque terroriste. D'accord. En tout cas, merci à vous pour vos différentes contributions à cette émission qui s'achève. Merci à vous qui nous avez suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de la RTB.